Je ne sais pas s'il peut exister dans l'histoire contemporaine quelque chose de plus ignoble et antidémocratique que ce dont je vais vous parler maintenant. J'ai longtemps réfléchi au titre, et toutes sortes d'idées me sont venues à l'esprit. Par exemple, Tulsi Gabbard révèle comment le président des États-Unis est devenu un traître. Eh bien, il s'agit de Barack Obama. Des élections truquées et les secrets de l'état profond de Glouvindovo. Et aussi la plus grande tromperie politique de l'histoire des États-Unis. Manipulation, mensonge et trahison. Je me suis arrêté sur ce qui suit. La vérité choquante sur les élections de 2016, des révélations qui ont bouleversé l'Amérique. Imaginez une pièce sombre et enfumée au cœur de Washington, où, en décembre 2016, les figures clés de la politique américaine se réunissent. Ils sont assis autour d'une longue table, éclairés seulement par la lumière tamisée d'une lampe. La tension est palpable dans l'air. Ce n'est pas une scène tirée d'un thriller d'espionnage, mesdames et messieurs. C'est, selon la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, la réalité qui s'est déroulée après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2016. Aujourd'hui, je vais vous parler du rapport sensationnel de Gabbard qu'elle vient tout juste de publier. Elle a accusé l'administration de Barack Obama et Barack Obama lui-même d'avoir créé ce qu'on appelle la fausse affaire russe. Le mythe de la collusion entre Trump et Poutine, le Kremlin, la Russie. Pourquoi Trump et Poutine se seraient-ils soi-disant alliés? Pour priver Hillary Clinton des élections. C'est une histoire d'intrigue politique, de manipulation, de renseignement et d'une tentative, selon Gabbard, de saper la volonté du peuple américain. Commençons par comment tout a commencé le 8 novembre 2016. Donald Trump, à la surprise de l'establishment, bat Hillary Clinton à l'élection présidentielle. Pour le Parti démocrate, et surtout pour l'élite, ce fut un choc. Clinton, que beaucoup considéraient comme le vainqueur inévitable, a perdu. La panique commence à s'installer à la Maison-Blanche sous la présidence de Barack Obama. Il faut couvrir beaucoup d'actes qui n'auraient absolument pas dû être cachés. Selon Gabbard, c'est à ce moment-là qu'est née l'idée qu'elle a qualifiée de préparation et de réalisation d'un coup d'État. Ni plus ni moins. 9 décembre 2016. À peine un mois après les élections, Obama réunit à la Maison-Blanche les principaux membres du Conseil national de sécurité. Parmi eux se trouve le directeur du FBI Comey, de la CIA John Brennan, du renseignement national James Clapper, la conseillère à la sécurité nationale Susan Rice, le secrétaire d'État John Kerry, la procureure générale Lolita Leach et le directeur adjoint du FBI Andrew McKay. C'était une équipe de poids lourd. Et leur objectif, selon Gabbard, était de créer un récit, c'est-à-dire une histoire d'ingérence russe, qui discréditerait la victoire de Trump. Messieurs, il n'avait même pas encore pris ses fonctions. L'élément clé de cette histoire a été le soi-disant dossier Steele. Ce document, préparé par l'ancien agent de renseignement britannique Christopher Steele, a été financé par la campagne électorale d'Hillary Clinton et le Parti démocrate. Il a été créé dans le but de salir Trump aux yeux des électeurs et il a été entièrement inventé par Steele lui-même, son sous-traitant Igor Danchenko et les avocats de la campagne d'Hillary Clinton. Le dossier affirmait que Trump avait des liens compromettants profonds avec la Russie, y compris des scandales financiers et personnels présumés. Mais voici la sensation. Gabbard affirme que la communauté du renseignement savait que le dossier Steele était fabriqué et non étayé par des faits et que la CIA l'avait même classé comme une rumeur d'Internet. Néanmoins, ce document est devenu la base d'une hystérie de 4 ans visant à convaincre les Américains que la Russie avait truqué les élections en faveur de Trump. Gabbard, dans son rapport publié le 18 juillet de cette année, cite plus d'100 d'emails, de mémorandums et d'autres documents.
Elle affirme que ces documents constituent des preuves irréfutables de la manière dont Obama et son équipe ont manipulé les renseignements. Avant les élections, les services de renseignement américains avaient en conclu que la Russie n'avait pas tenté d'influencer les élections via des cyberattaques. Le 8 décembre 2016. Selon les documents de Gabbard, les services de renseignement ont préparé un rapport pour le briefing quotidien du président, dans lequel il était indiqué que la Russie n'avait pas influencé les résultats des élections par des cyberattaques ou de toute autre manière. Cependant, ce rapport n'a pas été publié. Pourquoi, vous ? Demandez-vous ? Et c'est parce que, le lendemain, le 9 décembre, Barack Obama l'était toujours. Le président des États-Unis a personnellement ordonné de créer une nouvelle évaluation du renseignement, qui devait mettre en avant les outils utilisés par Moscou pour influencer les élections américaines. Ajoutons, comme on dit dans la dramaturgie, un peu d'intrigue. Selon le GAVR, après cette réunion, l'assistant de Klepper a envoyé un courriel au chef du renseignement, exigeant de préparer un nouveau rapport qui confirmerait l'ingérence de la Russie. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'il venait de dire. L'un des rédacteurs du rapport, qui travaillait au bureau du renseignement national, a tenté de contester cela en soulignant la contradiction avec l'évaluation précédente. Et qu'en pensez-vous ? Il a immédiatement été exclu de la correspondance et écarté du travail sur le rapport. Je ne connais pas la suite de son histoire. Un cas classique de mise sous silence des voix dérangeantes. Au 6 janvier 2017, quelques jours avant l'investiture de Trump, Klepper a présenté un nouveau rapport basé sur le dossier Steele et d'autres sources douteuses et d'autres sources très douteuses, affirmant que la Russie était effectivement intervenue dans les élections. Ce rapport a servi de base à l'enquête de plusieurs années du procureur spécial Robert Mueller. L'enquête de Mueller, lancée en mai 2017, était censée trouver des preuves d'une collusion entre Trump et la Russie. Elle a duré 2 ans, coûté des millions de dollars et a ruiné, bouleversé la vie de nombreuses personnes dans l'entourage de Trump. Mais finalement, le 18 avril 2019, Mueller a publié son rapport. Et il n'y avait aucune preuve de collusion ou de coordination entre l'équipe de Trump et la Russie. Rien du tout. Selon Gabbard, c'est à ce moment-là que la vérité a commencé à se révéler. Cependant, le mal était déjà fait. 2 procédures de destitution, arrestation, perquisition, tension avec la Russie. Et tout cela, affirme Gabbard, a été construit sur un mensonge, commencé dans cette pièce en décembre 2016. Maintenant, regardons les protagonistes. Barack Obama, selon Gabbard, dirigeait personnellement cette campagne, bien qu'il y ait peu de preuves directes de son implication à chaque étape. John Brennan, alors directeur de la CIA, est nommé par Gabbard comme l'un des principaux architectes de la supercherie russe. Son expérience dans le renseignement et sa réputation d'homme politique dur ont fait de lui le candidat idéal pour ce rôle. James Clapper, directeur du renseignement national, aurait signé un faux rapport en sachant qu'il ne correspondait pas aux faits. Hillary Clinton, qui a perdu les élections, a financé par le biais de sa campagne le dossier Steele qui est devenu le moteur de cette histoire. Personnage supplémentaire, il y a tellement de saleté dans les cercles dirigeants. Susan Rice, John Kerry, Loretta Lynch. D'après Gabbard, ils faisaient tous partie des discussions à la Maison-Blanche. Quelle compagnie merveilleusement ignoble, n'est-ce pas ? Mais pourquoi est-ce un scoop, vous demandez-vous ? Après tout, nous le savions tous, peut-être pas avec autant de précision, mais nous le savions. Mais à cause d'un seul mot, prononcé et écrit par Gabbard, elle a dit ce que des milliers d'autres voulaient dire, mais ne disaient pas faute de preuves. Elle a qualifié ses actions de complot traître. Elle n'a pas simplement critiqué. Pour la toute première fois, elle a appelé à des poursuites pénales. Obama, Brennan, Clapper et d'autres.
Le président du pays est un traître à la patrie. Les dirigeants du FBI, de la CIA, du renseignement national sont des traîtres à la patrie. Et quelle est la peine pour trahison envers la patrie ? Gabbard affirme que l'administration Obama divulguait intentionnellement de fausses informations aux médias pour créer une panique concernant l'ingérence russe. Certains critiques de Gabbard, comme le député Jim Himes, l'ont accusé de réécrire l'histoire pour détourner l'attention d'autres scandales, comme ceux liés à Jeffrey Epstein. Gabbard est un ancien membre du Congrès, un vétéran et un critique de l'establishment. Elle n'a pas peur de défier le système. Son rapport a provoqué une tempête. Certains la qualifient de héroïne qui dénonce la corruption et la trahison, d'autres de marionnette qui sert les intérêts de Trump. Mais le fait demeure, ces documents ont soulevé de sérieuses questions sur la manière dont le renseignement américain a été utilisé à des fins politiques. C'est une histoire de pouvoir, de manipulation et de lutte pour le contrôle. C'est un rappel que même en démocratie, des personnes puissantes peuvent réécrire les règles du jeu. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Le rapport Galvard n'est pas seulement un regard vers le passé, c'est un signal que la confiance envers les institutions censées protéger la vérité est menacée. Elle a transmis tous les documents au ministère de la Justice afin de rendre justice à Trump, à sa famille et au peuple américain. Jusqu'à ce que Brandon Clapper et d'autres répondent à ces accusations, le ministère de la Justice reste muet. Trop peu de temps s'est écoulé, cette histoire n'est pas encore terminée, et qui sait quels autres secrets attendent encore leur heure. Peut-être que le prochain rapport de Gabbard révélera encore plus, ou peut-être que d'autres rapports sont en préparation dans d'autres ministères et agences de Teletortiaquonsos. Hillary Clinton et son équipe de campagne ont joué un rôle clé dans la création et la diffusion du dossier Steele, qui est devenu la base des accusations contre Donald Trump. Des accusations de collusion avec la Russie lors des élections de 2016. L'équipe de Clinton via un cabinet d'avocats. Je rappelle tout cela, vous le savez sûrement déjà. Mais beaucoup ont oublié, car bien du temps a passé. À engager. C'est une entreprise qui s'occupe de recherche, d'enquête, principalement sur des adversaires politiques, qui à son tour a fait appel à l'ancien agent du renseignement britannique Christophe Steele pour constituer un dossier. Le financement, une somme importante de 8 millions de dollars, est venu de la société Clinton et du Parti démocrate, ce qui est confirmé par des enquêtes et des documents, y compris les rapports de dépenses du dossier Steele. Publié dans les médias en janvier 2017, il contenait des allégations non prouvées concernant les liens financiers et personnels de Trump avec le KGB, le Service fédéral de sécurité, la Russie, le Kremlin, personnellement Poutine, et ainsi de suite, ce qui a renforcé le récit de l'ingérence russe et, bien sûr, a conduit à des tensions totalement inutiles dans les relations entre les États. Tulsi Gabbard, dans son rapport, affirmait que Clinton et son équipe avaient sciemment diffusé ces informations non vérifiées afin de discréditer Trump et de saper sa victoire. Je rappelle qu'à ce moment-là, il se préparait déjà à prêter serment en tant que président des États-Unis, le 45e président. Après les élections, l'équipe de Clinton soutenait activement l'enquête. Donc, dans ce cas, déjà du procureur spécial Mueller. Eh bien, la période électorale était déjà terminée, tout le monde avait perdu, Clinton et Trump avaient gagné. Non. Il soutenait activement l'enquête, en se référant au dossier comme preuve. Cela a déclenché une vague de campagne médiatique qui, selon Gabbard, faisait partie d'une attaque planifiée contre Trump, lancée par Obama. Eh bien maintenant, il y a de telles spéculations, c'est-à-dire « et si jamais ?» Et si tout ce que Tulsa a écrit est confirmé, qu'adviendra-t-il d'Obama et des autres ? Lui, il était président, et eux. Voyons ce qui pourrait se passer et quelles sanctions pourraient en menacer Obama et les autres participants au complot présumé. Pour l'instant, nous parlons seulement d'un complot présumé. Je vais tenter d'être bref, mais informatif.
Tout d'abord, si le ministère de la Justice confirme qu'Obama, John Brennan, James Clapper, Hillary Clinton et d'autres, comme Susan Rice et Loretta Lynch, ont intentionnellement manipulé des renseignements et divulgué de fausses informations aux médias pour saper la victoire de Trump, cela sera classé comme un grave abus de pouvoir. Les accusations possibles peuvent inclure un complot contre les droits civiques, ce qui constitue une violation du Code 18. United States Code 241 abus de pouvoir, tromperie envers le Congrès et même des actes frôlant la trahison, bien que cette dernière soit extrêmement difficile à prouver. Pour Barack Obama, en tant qu'ancien président, des poursuites judiciaires seraient sans précédent. Si son rôle personnel dans la coordination de ses actions est prouvé, il pourrait être accusé de complot ou d'entrave à la justice. La peine pour de tels crimes varie, pour complot contre les droits, jusqu'à 7 ans de prison, pour entrave à la justice, jusqu'à 5 ans de prison. Cependant, le statut politique d'Obama rend une peine de prison peu probable. Il risque plutôt de faire face à des poursuites civiles, à un énorme préjudice pour sa réputation et peut-être à une interdiction d'exercer des fonctions publiques, ce qu'il n'a évidemment pas l'intention de faire. Eh bien, peut-être qu'on pourrait envisager quelque chose comme une assignation à résidence. Les preuves doivent être absolument irréfutables, comme on dit, en béton. Puisque la défense d'Obama soutiendra qu'il a agi dans le cadre de ses pouvoirs en tant que président, soucieux du pays et le protégeant contre les menaces potentielles, que l'ennemi du peuple s'est infiltré, et ainsi de suite. Et puis en plus y protéger, comme on dit, la sécurité nationale. Pour d'autres participants, comme Brennan Clapper, les accusations peuvent être plus concrètes. Si l'on confirme qu'ils ont falsifié des renseignements, c'est-à-dire qu'ils recevaient certaines informations, puis les modifiaient pour en présenter d'autres, ils pourraient être accusés de faux témoignages. C'est 18. Je crois que c'est 1001, oui, donc 1001, jusqu'à 5 ans de prison ou en cas d'utilisation abusive des ressources de renseignement. Hillary Clinton. En tant que commanditaire du dossier, Hillary Clinton pourrait faire face à des accusations de complot pour diffusion de désinformation ou de violation des lois sur le financement des entreprises. Et si l'on prouve que l'argent pour le dossier a été utilisé illégalement, je ne crois pas qu'ils pourront le prouver. Tout est fait correctement, rien à redire. Les sanctions pour elle peuvent inclure des amendes ou une courte peine de prison, mais son influence politique atténuera probablement les conséquences. Eh bien, ce n'est même pas probable, c'est presque certain. Les conséquences politiques seront énormes. La confirmation du rapport de Gabbard provoquera une crise de confiance envers la communauté du renseignement et envers le Parti démocrate des États-Unis. Cela pourrait entraîner de nouvelles enquêtes, des missions au ministère de la Justice et au FBI, ainsi que des procès retentissants. L'opinion publique, bien sûr, sera divisée. Les partisans de Trump diront « voilà la preuve de l'État profond », tandis que les opposants affirmeront que c'est une tentative, comme je l'ai déjà dit, de réécrire l'histoire. Le vacarme médiatique sera assourdissant, avec des titres du genre « Obama devant la justice, Clinton démasqué ». Cependant, il y a un hic. Et même si le rapport est confirmé, le ministère de la Justice pourrait avoir des difficultés à tenir pour responsables des personnes aussi haut placées. Après tout, notre Témi n'est pas tout à fait aveugle, mesdames et messieurs. Malheureusement, elle n'est pas tout à fait aveugle. Les seuils juridiques sont élevés et la pression politique est énorme. Le délai de prescription pour de nombreuses accusations de 5 ans pourrait déjà expirer en 2025, à moins que les actes ne soient qualifiés de complot continu. C'est possible. De plus, la défense affirmera que les actions respectaient la loi, et Steele lui donnera simplement une enquête d'opposition politique. La véritable sensation, c'est qu'un tel procès deviendrait le plus grand scandale politique de l'histoire des États-Unis. Imaginez un ancien président, une ex-secrétaire d'État et les plus hauts responsables du renseignement devant la justice. Cela ébranlerait les fondements de la politique américaine, provoquerait des manifestations dans les rues et aurait peut-être même des répercussions internationales.
Mais c'est une opportunité immense de nettoyer le sommet du marécage. Sous cette vidéo, vous trouverez un sondage avec 2 questions. Un procès contre les hauts dirigeants de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour le pays ou mauvais pour le pays? Et laissez également des commentaires sur ce que vous pensez de ce rapport, de ce qui s'est passé, et partagez-le avec vos contacts. Tout le monde doit être au courant de cela, les républicains, les démocrates et ceux qui ne se sont pas encore décidés. Il faut saper les fondements de l'État profond. Si le ministère de la Justice confirme le rapport de Tulsi Gabbard sur la fabrication d'accusations contre Trump et commence à poursuivre Barack Obama, Hillary Clinton et d'autres figures clés, cela pourrait porter un coup dévastateur au Parti démocrate. Analysons s'il est possible que le Parti démocrate se divise, disparaisse ou qu'une nouvelle force politique apparaisse et ce que cela pourrait signifier. Une scission du Parti démocrate est fort probable. D'ailleurs, imaginez un procès contre Obama, Clinton, Brennan, des noms qui sont des symboles pour des millions de démocrates. La confirmation qu'ils ont délibérément manipulé les services de renseignement et les médias pour saboter les élections provoquerait une tempête. Non, dans le milieu Make America Great Again, c'est déjà connu. L'aile progressiste du parti démocrate, déjà mécontente de l'establishment, pourrait accuser les élites de trahir leurs idéaux. Bernie Sanders et ses partisans, par exemple, critiquent depuis longtemps Clinton pour ses manœuvres en coulisses. Eh bien, on lui a tout simplement volé l'élection à l'époque. Clinton a volé l'élection. 5 millions de votes pour Sanders ont été transférés à Clinton dans le système informatique, ce qui lui a permis de devenir la candidate du parti à l'élection. Un tel scandale pourrait pousser ce groupe, cette aile, à créer un parti de gauche séparé, quelque chose comme un parti du peuple axé sur la justice sociale et la lutte contre la corruption. Les centristes, au contraire, pourraient essayer de sauver leur réputation en se distanciant de l'ancienne garde, mais leur position sera affaiblie. La disparition totale du Parti démocrate est peu probable. C'est l'un des 2 principaux partis des États-Unis depuis 1828. Avec une immense infrastructure, des millions de partisans, des ressources financières, des milliards, voire des billions de dollars volés à notre peuple et dispersés un peu partout. D'ailleurs, il existe un exemple historique. Il y avait le parti Whig, qui s'est dissous, je crois, au début des années 1850 à cause d'une division sur la question de l'esclavage, mais il a été remplacé par le parti républicain. Pour que les démocrates disparaissent, il faudrait non seulement un scandale, mais aussi une longue période de baisse de popularité. Voilà, cela commence tout de même à se produire. La création d'un nouveau parti est un scénario plus réaliste. Les centristes, comme Joe Manchin, ou les démocrates modérés, peuvent s'unir avec des indépendants ou des républicains déçus pour former une telle troisième force. Rappelons-nous le mouvement d'Andrew Yang. Il a déjà essayé d'occuper cette niche centriste. Le scandale avec le Fausaurus pourrait devenir un catalyseur, attirant ceux qui en ont assez de la polarisation. Des électeurs indépendants représentant environ 40% aux États-Unis pourraient en les rejoindre. Un nouveau parti pourrait se positionner comme anti-corruption et pro-réforme, promettant de nettoyer les écuries d'Ogias de Washington. Ce serait, bien sûr, un véritable séisme dans la politique américaine. La scission des démocrates entre les progressistes, qui n'ont en réalité rien de progressiste, et les centristes, ainsi qu'un nouveau parti, changerait l'équilibre des forces. Les républicains, surtout les pro-Trump, en profiteraient, tandis que les démocrates tentent de se relever de leurs décombres. Un autre scénario. Si l'enquête du ministère de la Justice s'éternise sans résultat clair, cela créera une impression de scandale permanent, ce qui repoussera les électeurs des 2 partis. Dans ce cas, la participation aux élections de 2028 pourrait baisser, et les votes de protestation iraient aux partis tiers ou aux candidats indépendants. Le paysage politique deviendra chaotique, et il sera plus difficile de prédire le vainqueur. La sensation, c'est que ce scandale pourrait tout bouleverser.
Si les démocrates ne parviennent pas à s'unir et que les républicains exploitent la colère des électeurs, nous verrons soit une vague rouge signifie que les républicains gagnent partout, soit la naissance d'une nouvelle force politique qui changera les règles du jeu. Imaginez un débat en 1928 où les candidats ne se disputent pas sur les impôts, mais sur qui a le plus trahi l'Amérique. Au cours des 12 prochains mois, nous suivrons l'évolution des événements chez les démocrates, ainsi que la manière dont des personnes comme Ron DeSantis, Marco Rubio, Laura Trump commenceront à se positionner. Et aussi si Vivek remportera le poste de gouverneur de l'Ohio, ce qui est un point très important. Après cela, nous pourrons imaginer les représentants du Parti républicain debout sur scène au début des débats, où il sera naturellement question de savoir qui est le meilleur pour poursuivre et développer l'œuvre de Trump. Encore une fois, nous parlons du vice-président Vance, du gouverneur Ron DeSantis, du secrétaire d'État Marco Rubio, de la coprésidente du comité national du Parti républicain Laura Trump, du gouverneur du Texas Greg Abbott, du gouverneur de Virginie Glenkin et de Vivek Ramaswamy. S'il devient gouverneur, sinon il ne sera pas dans cette liste. Et bien sûr, Tulsi Gabbard elle-même. Mais il reste encore beaucoup de temps et de nombreux événements intéressants et passionnants à venir. Mesdames et messieurs, partageons cela avec tous ceux que nous pouvons. C'est extrêmement important à savoir, car un grand nombre de médias, c'est-à-dire toutes sortes de médias et autres, feront semblant que cela n'existe tout simplement pas. Faisons en sorte que cela existe. Jusqu'à la prochaine rencontre.